Jean Pitois, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de Perial Asset Management, un spécialiste de l'immobilier. Et nous allons parler aujourd'hui d'épargne, parce qu'il faut bien le dire, les Français aujourd'hui consacrent une immense partie de leur épargne à l'immobilier résidentiel. En effet, en France, c'est un cas particulier parce que déjà le taux d'épargne est un des plus élevés du monde, autour de 15%, c'est à peu près 3 fois celui d'un pays comme le Royaume-Uni, donc c'est assez considérable. Mais il y a aussi une spécificité française qui est le fait que les épargnants français adorent l'immobilier. Ils ont une relation quasi irrationnelle, affective à l'immobilier. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que nous sommes un pays de propriétaires immobiliers. Mais il faut bien avoir en perspective qu'à peu près 60% du stock d'épargne français est investi dans l'immobilier, et en particulier dans l'immobilier résidentiel. C'est absolument invraisemblable, on pourrait dire. Enfin, c'est quelque chose d'atypique au niveau mondial, en tout cas. Est-ce que cela induit des risques que tout le monde investisse dans l'immobilier résidentiel? Alors ça dépend de quoi on parle. Vous avez raison de souligner qu'il s'agit d'immobilier résidentiel. Et donc bien souvent, les épargnants, enfin les Français, sont propriétaires de leur résidence principale, ce qui est plutôt une bonne chose, mais ils ont également un taux de propriétaires, ils présentent un taux de propriétaires de résidence secondaire aussi qui est important. Et on ajoute à cela des investissements locatifs. Et tout cela porte sur l'immobilier résidentiel qui, de surcroît, est souvent localisé dans la même région ou voire la même ville et présente donc un risque de localisation important et des risques spécifiques de louer des biens à des particuliers avec des risques éventuels de vacances dans certaines zones en tout cas, voire de non-paiement de loyer. Donc ça empile un certain nombre d'expositions et un manque de diversification dans l'épargne des Français. Oui, d'autant que les marchés immobiliers en France sont très hétérogènes en fait. Ils sont effectivement très hétérogènes, puisqu'il y a une grande distinction à faire entre Paris et la métropole, qui sont à des niveaux stratosphériques aujourd'hui, enfin historiquement très très élevés. Mais c'est également le cas d'un certain nombre de grandes métropoles régionales, Bordeaux, Lyon, Lille, etc., qui sont très bien valorisées. En revanche, des plus petites villes, et surtout la campagne, n'ont absolument pas connu la hausse des prix, voire même souffrent de dévalorisation du patrimoine immobilier. Donc si je vous comprends bien, il faut en fait diversifier ces placements immobiliers. Absolument, donc je crois qu'il est important d'envisager, l'immobilier est une très belle classe d'actifs, à la fois, qui présente de grands intérêts à la fois en termes de rendement, mais aussi en termes de perspective de valorisation. Ça a été le cas en tout cas historiquement, depuis longtemps. Sur longue période, c'est une des classes d'actifs qui permet la valorisation du patrimoine de façon très très claire. En revanche, il y a un grand intérêt à l'intérieur de la classe d'actifs immobiliers, à se diversifier vers d'autres natures d'immobilier que l'immobilier résidentiel. Donc il s'agit d'immeubles de bureaux, d'immeubles commerciaux, mais aussi de nouveaux actifs comme les résidences étudiantes, les résidences personnes âgées, les cliniques, les résidences hôtelières, etc., voire les crèches, qui permettent de s'exposer à un cycle immobilier très différent, qui, contrairement à l'immobilier résidentiel qui, lui, est finalement exposé au risque de taux d'intérêt. Aujourd'hui, une grande partie de la hausse a été alimentée non seulement par la tension sur le foncier, etc., mais aussi et surtout par la baisse des taux d'intérêt, donc qui permet de solvabiliser les acquéreurs, puisqu'aujourd'hui, on peut s'endetter sur 15 ans et plus à 1 et quelques pourcents, ce qui est ridicule. Ce qui est attractif. En revanche, la valorisation des immeubles de bureaux, des commerces ou des résidences étudiantes répond à une autre logique qui est plutôt celle du taux de rendement, qui est d'ailleurs supérieur à celui de l'immobilier résidentiel. Et qui est lié à la dynamique économique absolument, qui permet de s'exposer finalement à la croissance économique dans son ensemble. Et quels sont les véhicules financiers qui permettent d'investir dans cet immobilier résidentiel? Alors j'allais y venir, en effet, il s'agit de véhicules collectifs parce qu'il est difficile pour un particulier d'acheter un immeuble de bureau, voire même un commerce, c'est assez rare. En revanche, il y a des véhicules collectifs qui s'appellent les SCPI ou les OPCI, qui sont des véhicules faits pour ça, qui existent depuis plus de 50 ans, et qui permettent de s'exposer de façon très diversifiée, à la fois sur la typologie des actifs, mais aussi sur les zones géographiques, puisque ces actifs peuvent investir non seulement en France, en Île-de-France, en région, mais aussi dans plusieurs pays d'Europe, à un portefeuille extrêmement large qui permet de mutualiser le risque et donc d'abaisser le risque pour l'épargnant. Elles sont un peu moins répandues, ces OPCI, ces SCPI, que les livrets classiques, l'assurance vie, le livret A, etc. C'est vrai, c'est un phénomène tout à fait notable, puisque ces SCPI et ces OPCI ont longtemps représenté une niche du marché, même encore aujourd'hui, malgré le développement assez considérable de ces encours, ça reste un produit assez peu répandu. Pour illustrer mon propos, il existe
existe plusieurs dizaines de millions de détenteurs en France de livret A ou de contrats d'assurance vie. Il y a simplement un peu plus de 700 000 détenteurs de parts de SCPI. Et donc un potentiel de diversification. Et donc un potentiel de diversification tout à fait important. Eh bien, merci beaucoup Jean Putois pour cet éclairage sur l'épargne immobilière. Merci. Merci.